Et vous êtes à Paris combien de mois par an actuellement? Il n'y a pas vraiment de règles, hein. À savoir que dans le passé, j'étais plus souvent au Vietnam et je venais à Paris entre 15 jours et un mois. Et puis là, c'est la première fois que je viens 3 mois Mhm. et que j'ai un peu de mal même à en partir. C'est vrai En général, j'évite l'hiver hein, à Paris. Oui, c'est une bonne idée. Et là, je vais repartir pendant les mois d'été. Je vais revenir de nouveau à l'automne. Euh, L'une des raisons, c'est le fait que bon, j'ai un livre qui sort à l'automne. Mhm. Et j'étais aussi là pour corriger les épreuves. Mais c'est un prétexte aussi pour être à Paris, mais aussi en Europe Mhm. et Mhm. en France, Mhm. Mhm. pour faire des petites enquêtes sur les futurs ouvrages. Et vous êtes venu en Europe quand vous aviez 17 ans, c'est Oui. ça? Et ensuite, vous avez passé une longue période en Europe avec les va-et-vient ou sans? Non, non, j'ai sans passé une retour? longue période en France, En France. 17 ans en France, Oui, avant de partir au Japon, où j'ai vécu un an et demi. oui. Et je suis revenue, ensuite je suis repartie en Thaïlande et puis au Vietnam, donc Ouais. depuis 92. Et en France, ça s'est bien passé dès votre arrivée ou est-ce que c'était une surprise? Il y avait des bonnes et des mauvaises surprises peut-être? Je crois que quand on a 17 ans, il n'y a pas de problème. Oui. Je veux dire, on On ne s'adapte ressent pas aussi. les choses comme étant de problèmes. Et Oui. puis, il y avait tellement la curiosité de la découverte Mhm. du pays, de ce pays dont j'avais appris la langue et que je ne connaissais pas du tout. Je veux dire, je lisais Aragon qui part du boulevard Raspail, je ne savais pas où c'était. Comprendre tout ça, c'était... Alors donc ça compensait les difficultés, disons, matérielles, bien sûr. Mais je n'ai jamais eu de problème de solitude, par contre. Toujours des amis assez rapidement. Oui. Il y a un réseau aussi autour du Vietnam, donc surtout dans ces années-là. Je suis arrivée en 73, donc c'était avant la fin de la guerre. Il y avait une sympathie pour le Vietnam, qui fait que je n'ai jamais été isolée en France. Oui. Et vous avez fait des études en France? J'ai commencé des études d'histoire, puisque de fait j'avais un intérêt pour l'histoire. Oui. Mais j'ai découvert assez rapidement que c'était des études scientifiques en fait, hein, qu'il fallait faire de la recherche scientifique. Et que ça par contre ça m'ennuie. J'aime bien l'histoire si je peux la modifier, mais Oui. pas en tant que chercheur scientifique. J'ai commencé à prendre ce pseudonyme comme quand j'étais styliste. Enfin, je le suis toujours, mais en fait, quand j'ai créé une boutique à Paris, il fallait trouver un nom de marque. Je vois. Et je voulais Moi, Oui. déjà, Oui. sauvage. Mais en France, il fallait qu'il y ait une différence enfin, deux différences pour pouvoir inscrire un nom à l'INPI, l'Institut National de la Protection Industrielle, je crois. Oui. Et il se trouve que moi était déjà pris, était déjà enregistré. Ah. Et donc le tréma n'était pas considéré comme une différence significative. Voilà, significative. Et donc j'ai tourné autour de l'Annam, qui était une région du Vietnam. Pendant la colonisation française, donc les Vietnamiens du Sud étaient appelés les Annamites. Oui, oui. Hanoï, Moi, Annamite. Et bref, à un moment, c'était dans une séance de brainstorming avec des amis, et quelqu'un a dit Anamoy, comme ça d'un seul souffle. Et je trouvais, on s'est tous arrêtés, on trouvait ça joli. Et je dis, ah ben tiens, c'est Anamoy, c'est très bien. Et puis je me suis dit, dans le fond, Anna, Moy, ça ferait un personnage. Oui, oui. Voilà, ça m'allait très bien parce que je me cachais derrière cette identité. Sachant que par ailleurs, j'ai changé d'identité plusieurs fois parce que j'ai eu un premier mari qui s'appelait un tel, un deuxième mari. Chaque fois, je reprenais mon nom de jeune fille. Enfin, c'était tellement compliqué. Oui. Je reçois des courriers à tous mes noms. Et en fait, j'ai voulu simplifier en trouvant un nom générique qui ne changera plus. Mais on ne sait jamais. Est-ce que c'est uniquement professionnel, pseudonyme J'ai des amis maintenant qui m'appellent Anna. C'est vrai, oui.
mais bon, disons, les amis plus anciens m'appellent par mon Oui. prénom qui est Tienga. Mhm. Mais je commence à avoir des amis qui m'appellent Anna. Oui. Le plus étrange pour moi, en fait, c'est quand on a commencé à m'appeler Madame Moy, parce que Oui. comme Moy veut dire sauvage, j'ai donné cette aura tout d'un coup, c'était assez décalage quoi, avec le sens. Les noms, c'est vraiment quelque chose typiquement vietnamien, hein, parce Oui. qu'il y avait une superstition, et donc on ne donnait pas de nom au bébé pour qu'il ne soit pas identifié. Ah. Et donc que les mauvais esprits ne viennent pas s'emparer de lui. Ah. Et donc après, au bout d'un an à peu près, l'enfant, enfin ça c'est surtout dans les campagnes, Oui. prend son vrai nom, donc il sera son identité de vie d'adulte. Ah, oui. Et au moment de la mort aussi, on donne un nom de passage. Je voulais parler de votre nom, parce que vous publiez sur un nom qui est Anna Moy, et vous écrivez dans plusieurs textes sur les Moy au Vietnam. J'imagine que Anna Moy est un nom que vous avez choisi. Il y a donc beaucoup de minorités ethniques qui vivent sur le territoire vietnamien, 54 minorités au total. Et les gens sont toujours étonnés quand je parle de ses amis qui sont d'origine Kora par exemple. Je dis voilà, il est Kora, et on me dit non, tu veux dire qu'il est vietnamien. Et je dis non, il n'est pas vietnamien. Il a un passeport vietnamien, mais il est d'une origine à laquelle il s'identifie, et qui est autre, Jarai par exemple. Et ce qui m'intrigue dans cet aspect des choses, c'est que ce sont des étrangers au Vietnam, vous voyez. Même s'ils ont le passeport, ils sont étrangers. Et je crois que je me sens intimement une étrangère, malgré mon passeport vietnamien au départ, et maintenant mon passeport français. Je me sens étrangère, je me sens sauvage, puisque moi, elle veut dire sauvage, et j'adhère à cette communauté d'étrangers. J'ai le sentiment que c'est plutôt une liberté, un confort, en fait, de ne pas appartenir, de ne pas avoir d'étiquette, de ne pas adhérer à des règles, d'être toujours ignorant, de dire ben, je ne sais pas. Non, j'aime bien cette position de liberté en fait. Est-ce que vous avez senti un besoin de maîtriser la langue française, de montrer votre capacité de maîtriser, de connaître toutes les règles et tout ça, ou est-ce que, parce que vous ne respectez pas toujours toutes les règles au niveau thématique, stylistique non plus, vous pensez que... Je ne me pose pas la question dans ces termes-là, parce que selon le roman, ça dépend du personnage. Ça dépend du contexte. Le Riz Noir, par exemple, c'est une adolescente qui parle, donc c'est forcément un langage qui n'est pas extrêmement élaboré. C'est la voix d'une adolescente. Dans le deuxième livre, par contre, c'est un artiste plus mûr, et donc son langage va être plus recherché. Il vient d'un milieu bourgeois, etc. Il est éduqué. Et puis dans le troisième livre, c'est une gamine qui a des problèmes de langage. Donc alors là, je fais éclater toutes sortes de règles grammaticales, de syntaxe, etc. Quelle est votre histoire de la langue française? Comment vous l'avez apprise? Est-ce que ça a commencé très jeune dans votre enfance? Oui, en fait, toute ma scolarité s'est faite en français, puisque de l'école primaire, donc quand j'avais 6 ans, ma mère m'a inscrite à une école primaire française. Et ensuite le collège, le lycée, dans toute la scolarité en français. Et c'était même dans le cadre de ce lycée français, le vietnamien a été considéré comme ma seconde langue. J'étais considérée comme de langue maternelle française, parce que j'étais en classe avec des Français pour qui c'était effectivement la langue maternelle. Et vos parents parlaient mes parents parlent le français. Et à la maison, c'était quand même la langue vietnamienne? Oui, à la maison, je parle vietnamien.
Mais donc au lycée, c'était français langue maternelle. J'avais pris l'anglais en fait comme première langue vivante et le vietnamien comme deuxième langue vivante. Oui. Et avec vos fils, vous parlez en français ou en Avec vietnamien? mes fils, je parle un charabia de 3 langues. Oui. Au français, anglais et vietnamien. Quand ils étaient petits, et surtout l'aîné d'ailleurs, il avait un peu. Nous avons vécu donc en Thaïlande et au Vietnam. Il allait toujours à l'école française, mais il a des traits asiatiques. Et enfin, il avait un peu de mal quand il était tout petit à s'identifier à l'Asie. Il se considérait comme français. Et je travaillais cet aspect des choses, si je puis dire, en lui disant que non, tu es français et vietnamien. Et un jour, c'était une amie qui lui donnait des cours d'anglais à l'école primaire qui m'a dit, tu sais, j'ai posé la question de ton fils, il fallait qu'il remplisse les fiches et il a écrit, je suis français et vietnamien. Bon, c'était une victoire. De leur apprendre à gérer très jeune, quoi. Ce qui est chez eux une véritable double identité, puisque leur père est français. Est-ce que vous pensez que vous auriez pu écrire les mêmes choses en vietnamien, en anglais, en japonais? J'ai le sentiment qu'on ne doit pas écrire la même chose dans une langue ou dans une autre. Oui. Et, d'ailleurs, j'écris des poésies en anglais, que j'ai essayé à un moment de les traduire et j'ai un mal fou. Parce que déjà de la poésie, c'est pas facile à traduire. Voilà, voilà. Et puis c'est un certain rythme, donc tout est lié, donc c'est très difficile. Oui. J'imagine que si une revue américaine m'avait demandé d'écrire des nouvelles, je n'aurais pas écrit de la même façon. Oui. Et une revue vietnamienne, alors là, je pense qu'il y a pour moi beaucoup de, comment dirais-je, la difficulté d'écrire en vietnamien est liée peut-être au fait qu'il y a des interdits, des tabous dans la société, hein, pas dans la langue, mais dans la société vietnamienne qui font que je me fais une sorte d'autocensure, voilà, qui rend du coup la création difficile. Et est-ce que l'écriture venait tout simplement? Comment est-ce que ça s'est fait? Et à quel moment dans votre parcours personnel et professionnel est-ce que ça s'est arrivé, l'écriture? Alors, la décision, si je puis dire, de prendre la plume? Oui, en fait, de devenir écrivain. Je pense que la décision, j'ai dû la prendre à l'âge de 16 ou 17 ans. J'étais persuadée que ma destinée était là, dans l'écriture. Oui. J'étais passionnée par la littérature, j'aimais l'acte d'écrire. Mais ensuite, voilà, je n'ai pas écrit. Parce que, d'abord, je suis très exigeante vis-à-vis de moi-même. Et ce que j'écrivais ne me plaisait pas, donc je n'ai pas cherché à publier. J'ai même déchiré au fur et à mesure tout ce que j'écrivais. Jusqu'au moment où, mère de famille, il fallait penser aussi à manger, n'est-ce pas, à nourrir mes enfants, donc faire autre chose. Faire d'autres choses dans un domaine artistique néanmoins, puisque j'ai créé des vêtements. Et puis j'ai vécu. Et voilà, j'ai pensé que ça ne viendra pas, que j'ai eu des doutes sur ce destin. Et puis un jour, j'ai lu, pas des nouvelles, donc en fait c'est une série de textes, mais c'est présenté sous forme de roman d'une écrivaine américaine qui s'appelle Harriet Dower, et qui a écrit un livre qui a été un best-seller tout de suite, son premier roman, donc Stones for Ibarra. Et j'ai lu ça sur la jaquette qu'elle avait 75 ans au moment de la parution du livre. C'est incroyable. Donc je me suis dit, voilà, j'ai le temps. Là-dessus, donc, je vivais à Saigon et j'ai fait une expérience assez, je pense, originale, à savoir de découvrir le chant lyrique, l'apprentissage du chant lyrique à l'âge de 40 ans.
donc j'ai toujours été extrêmement fascinée par le chant. Quand j'étais étudiante à Paris, j'avais un abonnement à l'opéra. En fait, au départ, j'allais surtout faire la queue sur le parvis de l'opéra, au Palais Garnier à 6 h du matin, pour être sûre d'avoir des places pas chères à l'époque, parce que j'avais pas beaucoup d'argent. Et donc pour aller voir les spectacles avec les grandes cantatrices de l'époque, Katia Ricciarelli, Marilyn Horne, Montserrat Caballé, c'était ces grandes chanteuses, puis aussi Placido Domingo, José Carreras. Bon. Et j'étais fascinée, si vous voulez, par le danger auquel ces chanteurs s'exposaient chaque fois. Bon, en dehors de la beauté du chant, cette fragilité terrible de la voix, quoi. Quelqu'un qui arrive sur scène, il y a un orchestre, il y a des gens, et il ne peut pas se permettre la moindre erreur, quoi. Il n'y a qu'une chance. Ce n'est même pas comme au sport où il y a toujours 3 essais. Là, une chance. Et puis il faut être en forme, il ne faut pas avoir mal à la gorge, etc. Et en même temps, quand ça sort et que ça, ce volume qui remplit la salle, ou au contraire, comme Montserrat Caballé qui avait ses pianissimi fantastiques, on se retenait de respirer pour l'écouter. J'étais vraiment fascinée, quoi. Mais il se trouve que, bon, même si j'ai fait du piano, j'étais très très mauvaise en chant, je n'avais pas de voix. Donc je ne cherchais même pas à chanter. Je voyais bien que pendant les cours de solfège, que j'étais incapable de chanter. Et puis là-dessus, il y a un ténor italien qui est venu à Saigon et qui voulait donner des cours de chant. Je me suis dit, je peux essayer, ça ne coûte rien, il n'y a pas de témoin. Hein. Si je chante mal, personne ne le saura jamais. Oui. Donc j'ai commencé à prendre des cours avec lui et c'est ce qui était formidable, c'est qu'il m'a appris à respirer en fait, avant de m'apprendre à chanter. Oui. Et donc à expulser le souffle et les notes sont sorties comme ça. C'était une grande révolution dans ma vie. Oui. Vraiment, je pense que c'était un événement très important, vraiment. Me dire que quelque chose que je ne pensais jamais pouvoir faire, je l'ai fait. À partir de là, on peut faire n'importe quoi. Hein. Tout est possible. Voilà, tout est possible. Et bon, ça n'a pas déclenché l'écriture pour autant. Hein. Simplement, j'avais ça en tête. Je me mettais à chanter à des soirées devant des amis, chanter à mes enfants, tout ça, chanter quoi, à la maison. Bon. Et puis un jour, à Saigon, il y a un journal francophone pour la communauté française. Les francophones de Saigon, et la rédactrice en chef m'a demandé à moi, mais comme à d'autres des résidents là-bas, d'écrire quelque chose pour le journal sur la vie saigonaise ou sur le Vietnam. Elle pensait que j'allais écrire sur le Vietnam, évidemment. Et j'ai écrit sur le Vietnam, mais par le biais du chant, de la musique. Et c'est comme ça que c'est fait le premier recueil de nouvelles qui s'appelle L'écho des rizières, qui est, bon, l'écho évidemment, le chant, la voix, mais c'est aussi un hommage au journal qui s'appelle L'écho des rizières. Ah bon. Voilà. Et je me suis aperçue en écrivant cette première nouvelle que je sautais du coq à l'âne en me regroupant à un moment donné. Oui. Et donc on a donné à la rubrique un titre qui est Digression. Et donc, tous les 3 mois, la rédactrice en chef me réclamait une digression. Donc, j'écrivais une petite nouvelle, très courte. Hein, et puis, au bout de 4 ans, je crois, je me suis aperçue qu'il y avait quand même une petite sélection de récits. Les nouvelles qui ont été publiées, et puis d'autres que je n'ai pas voulu publier dans le cadre de ce journal parce que c'était un peu plus... disons que ça sortait du cadre d'un petit journal voilà, qu'on pourrait lire comme ça, des choses peut-être un peu plus intimes, donc je n'ai pas voulu les publier dans ce cadre-là. Et quand j'ai recueilli l'ensemble des récits, je me suis aperçue qu'il y avait une centaine de pages, donc j'ai envoyé à des éditeurs anonymement, sous un pseudonyme, encore un autre. Très bien. 2 fois. Et je pense qu'il y avait une pudeur. Je ne savais pas si c'était bon ou pas. Oui. Je n'avais aucune idée. Et donc je voulais le faire anonymement. Et même un éditeur que je connais très très bien, le
dilettante, Oui. je n'ai pas voulu qu'il sache que c'était moi. Donc j'ai envoyé aussi à lui anonymement. Il a refusé d'ailleurs. C'est vrai. Et puis bon, ensuite, Parfum de pagode, où je suis sortie du cadre un petit peu plus peut-être autobiographique de l'écho des rizières. Donc à partir de cette expérience de chant, j'ai commencé à aller plus vers la poésie peut-être dans Parfum des pagodes. Oui. Avant d'arriver donc à la fiction avec mon roman Rinoir. Vous écrivez avec de la musique comme toile de fond. Est-ce que vous écoutez de la musique quand vous écrivez? Non, en général, il me faut la solitude et le silence. Pour ne pas être distraite. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a eu un passage dans Rinoir assez important, puisque c'est la rencontre amoureuse de l'héroïne avec un personnage, donc un combattant qui était en fuite, et je cherchais à raconter cette scène et je ne voulais pas faire quelque chose de trop évident. Je voulais esquiver quelque part cette histoire-là, mais en le disant quand même. Et donc j'écrivais, j'avais du mal à trouver comment aborder la scène, et j'ai mis un disque donc, pour en attendant. Donc j'ai mis, il se trouve que j'ai mis le concerto de Sibelius. J'aime beaucoup la forme concerto dans la musique, l'instrument solo accompagné par un orchestre, et particulièrement le concerto pour violon. D'abord parce que l'un de mes fils fait du violon, mais aussi parce que je trouve que c'est l'instrument qui se rapproche le plus de la voix humaine. Et donc j'écoutais ce concerto de Sibelius, c'est très très poignant, c'est une musique vraiment très très poignante. Et là, en même temps, qu'elle n'a rien à voir le Vietnam, parce que c'est des accents très nordiques. Mais voilà, comme quoi la musique, c'est un langage transversal. Voilà. Et donc à partir de là, je me suis dit, ah bah tiens, mes héros, là, je vais leur faire écouter le concerto de Sibelius. Et j'ai pu résoudre ma scène comme ça. C'est excellent. Et vous chantez dans une chorale un jour? J'ai chanté dans une chorale pendant des années à Saigon. Donc on avait un chef d'orchestre qui est un Anglais d'ailleurs, qui a monté une chorale internationale. Il y avait des Vietnamiens, des Français, des Russes, des Allemands, des Hollandais. Tout ce monde-là chantait. Donc des œuvres mixtes d'ailleurs, enfin un répertoire mixte de choses sacrées occidentales et puis de chœurs vietnamiens. Et on a même monté un opéra italien. Ce que j'ai trouvé aussi assez étonnant dans le chœur, ce dont je ne me doutais pas avant d'y participer, c'est le fait que la voix, sa propre voix se fonde, quoi. Mais celle qui est très spectaculaire, c'est Régine Crespin, qui est l'une des grandes sopranes françaises. Je l'ai écoutée une fois à la radio, c'est une voix d'homme. Ah oui. Elle a une voix extrêmement grave, et elle disait qu'elle ne s'était pas aperçue du fait qu'elle avait une voix grave. Toujours, quelqu'un l'appelait au téléphone, lui a dit « Bonjour monsieur ». La poésie, comment dirais-je, chantée au Vietnam est un acte naturel. C'est-à-dire que traditionnellement, dans les campagnes, pendant la période de moisson par exemple, les gens, pour s'occuper tout en pilant le riz, les garçons et les filles en fait s'envoient oralement, je veux dire, en fait il y a des sortes de joutes oratoires qui sont des joutes amoureuses. Et un garçon va chanter un vers et la jeune fille va lui répondre. J'étais assez étonnée, il n'y a pas très longtemps, d'entendre mon père faire ça. Alors, c'est pas forcément garçon-fille, hein, mais on peut donc se parler par poésie interposée. Et mon père faisait ça spontanément, comme ça, à un dîner avec un autre de ses amis vietnamiens, et ils se parlaient en vers. Donc, effectivement, c'est quelque chose qui est très prégnant dans la culture vietnamienne. Et pour revenir à la difficulté que les gens ont eue et dans quelle mesure l'art
intervenue pour rendre la vie plus facile. L'une de mes professeurs de chant, pas fleur de péché, mais éclat de neige, me racontait comment dans les années très sombres après la guerre, après la fin de la guerre où le Vietnam était à peu près isolé et les gens étaient très pauvres, elle prenait néanmoins des cours de chant, elle passait des concours et elle me racontait que il est arrivé de chanter donc accompagné par un piano, mais comme la salle où il y avait le piano, les gens n'avaient pas les moyens de l'entretenir et c'est un pays extrêmement humide. Elle chantait, alors il y avait elle, il y avait la pianiste, et puis il y avait une jeune fille qui relevait les touches du piano, parce que le piano étant humide, les touches ne remontaient pas. Donc il y avait quelqu'un pour relever les touches du piano. Et elle me raconte aussi comment une fois, donc avant de passer son examen de chant lyrique, elle était allée voir son professeur et avec tout ce qu'elle avait comme économie, elle lui a acheté des bananes. Et elle voulait lui offrir des bananes. Et il a absolument refusé de prendre ces bananes. Vous imaginez, les bananes, ça coûtait rien, quoi. Même ça avait de la valeur. Et il ne voulait pas prendre ces bananes. Et il lui a fait manger un ragoût de foie parce qu'il était persuadé que ça allait lui donner de la force pour chanter et réussir son examen. Vous êtes beaucoup influencé par la musique de Verdi, de Brahms, de Mendelssohn. Quelle est la musique pour vous? C'est un mélange de différentes musiques du monde? Alors, la musique occidentale est très importante au Vietnam, hein, par tradition coloniale, là, par contre, je pense, et ensuite par tradition des pays de l'Est et de la Russie. Donc, il y a pas mal de musiciens vietnamiens donc de l'après-guerre, après 1975, donc sont allés se former à l'époque en Union soviétique, à Moscou. Et il y a des compositeurs vietnamiens maintenant qui combinent les deux gammes diatoniques et pentatoniques pour faire une musique un peu métissée comme ça, mais avec une forte influence occidentale néanmoins. Alors, je chante des chansons vietnamiennes, bien sûr, pas forcément du folklore d'ailleurs. Tout folklore en fait m'agace un peu. Mais par contre, il y a des poètes qui ont fait des chansons absolument merveilleuses. Il y a une chanteuse qui est une figure un peu emblématique au Vietnam qui chantait déjà pendant la guerre, dans les années 70. Et aujourd'hui encore, les Vietnamiens d'aujourd'hui se réfèrent à elle parce qu'il y a quelque chose dans sa voix et il y a quelque chose dans la poésie qu'elle chante qui est extrêmement nostalgique et à laquelle les Vietnamiens s'identifient complètement. Et je me suis longtemps demandé ce qu'était cette nostalgie, dans la mesure où ils regrettent quoi exactement, le regret de quoi, parce que la nostalgie c'est un regret, un besoin de retour. Et je pense qu'en fait, il y a quelque chose qui a à voir avec l'enfance, avec la terre, une sorte de nostalgie de la terre, de la rizière, des pieds humides, d'un paradis perdu, pour moi, qui est un ensemble à la fois de l'enfance et des rizières, de ces moments où les Vietnamiens sont très très proches de leur terre, physiquement, je veux dire. Je crois que je suis héritière d'une histoire lourde, hein, qui était l'histoire de la guerre du Vietnam, bien sûr, parce que j'ai grandi, je suis née en 1955, donc le lendemain de l'indépendance du Vietnam, Dien Bien Phu 54, et la guerre du Vietnam s'est arrêtée en 1975, donc j'ai vécu toute mon enfance. Je travaille une histoire, je suis témoin, disons, d'événements un peu difficiles et... je pense qu'il y a deux moyens de parler d'événements graves sans être lourd. C'est par la poésie ou par l'humour. Donc c'est venu comme ça aussi, hein. Je veux dire, je n'ai pas fait exprès, mais dans mon écriture c'est venu comme ça.
parce que je voulais traiter de ces problèmes, mais je voulais pas non plus assener ça dans la tête des gens, quoi. Et pour le faire passer, ces choses-là, j'ai eu recours à la métaphore, donc poétique, à l'ellipse, voilà, et puis donc à l'humour. Oui. Et bon, un peu moins sans doute dans les romans, effectivement, mais dans le troisième, je renoue de nouveau avec cette veine pour parler d'un personnage donc, qui est en souffrance de langage et qui va se débrouiller par l'humour, s'en sortir. Donc vous avez parlé de la guerre un petit peu, de l'histoire, du moment où vous êtes né, qui était un moment sensible et vous avez vécu des traumatismes absolument bouleversants. Est-ce que ça reste avec vous? Est-ce qu'il y a une colère quelque part? Non, il n'y a pas de colère, ni chez moi, et je dirais ni chez mes compatriotes vietnamiens, parce que si vous allez au Vietnam aujourd'hui, les Américains, par exemple, sont très bien traités. Même je sais qu'il y a eu des rencontres entre vétérans américains et vietnamiens, et il n'y a pas de haine. Dans les écrits, par exemple, vietnamiens sur la guerre, les Américains ne sont jamais nommés, ou très rarement. On dit l'ennemi, parce qu'ils se battaient contre un ennemi, mais ils ne se battaient pas contre un peuple, des gens en particulier. Je pense que c'était aussi une façon de se protéger, j'imagine. Et il n'y a pas de rancune, pas de haine au Vietnam. Je pense que ça renvoie à ce désir d'oubli qu'il y a chez les Vietnamiens, qui ne veut pas dire qu'ils oublient le passé, mais le passé est le passé, il est là, avec le présent et l'avenir. Et il y a toujours un très grand souci de l'avenir au Vietnam, des générations futures. On s'occupe beaucoup des enfants, par exemple, des études des enfants. C'est plus important, je pense, et ça transcende le reste. Comment vous avez traversé la guerre, vous et votre famille? Mais vous savez, comme je suis née, j'ai grandi dans une guerre, c'était normal. Oui, vous ne connaissiez pas autre chose. Vous ne connaissez pas autre chose, et je pense que de mon point de vue, j'ai vécu une enfance normale. J'allais au lycée, donc mes parents m'ont donné des tas d'outils, le piano, les langues, l'allemand je faisais en plus, l'anglais aussi, le sport, j'étais inscrite à un club de sport, sachant que la petite différence c'était qu'il y avait un fond de guerre, on s'endort avec des bruits d'artillerie, qu'il y a le couvre-feu, qu'il y a des soldats en ville, qu'il y a des attentats, et donc il y a un fond de violence. Et puis surtout, à mesure que je grandissais, je prenais conscience de tout ça, c'était surtout le sentiment qu'on ne sait pas s'il y a un avenir, de quoi sera fait l'avenir, et si on ne va pas mourir le lendemain, si va y avoir une catastrophe, parce qu'il y a ce genre de sentiment du danger permanent du jour suivant. Il y a une sorte d'impermanence, et c'est peut-être pour ça que c'est un thème qui revient souvent dans ce que j'écris, l'impermanence. Je voulais vous demander si, en écrivant par exemple, vous voulez préserver, sinon les choses, la trace de ces choses, le souvenir de ces choses, parce qu'il est souvent question de souvenir, de l'oubli. Est-ce qu'il y a une tentative de garder quelque chose? C'est effectivement une obsession, l'oubli. Et un jour, j'ai parlé avec un poète vietnamien, et je lui ai demandé ses archives. C'est un poète qui écrit des chansons, beaucoup de chansons. Et il me dit non, je garde rien, je cultive l'oubli. Et j'ai trouvé ça très frappant, parce que c'est très en décalage avec ce qu'on appelle les devoirs de mémoire en Occident. Donc ce n'est pas ça en fait qui m'intéresse, c'est pas le devoir de mémoire. Et par exemple, je ne prends jamais de notes, je ne tiens pas à avoir un souvenir précis des choses.
mais je travaille évidemment beaucoup sur la mémoire, mais la mémoire telle que je la refaçonne complètement autrement. Moi, ce qui m'a frappé dans la société vietnamienne d'aujourd'hui, par rapport à l'Occident par exemple, c'est qu'au Vietnam, on superpose toutes les strates. La vernaculaire vietnamienne, la strate chinoise, parce qu'il y avait 10 ans de colonisation chinoise, la strate française, un peu d'américain. Et de même qu'on multiplie les religions, par exemple. Les Vietnamiens sont à la base animistes, hein, ils cultivent, enfin ils pratiquent le culte des génies, des ancêtres, avant d'être bouddhistes et d'être confucianistes. D'autres sont catholiques, enfin tout ça. Il y a aussi des musulmans d'ailleurs. Tout ça se coordonne très très bien, il n'y a pas d'exclusion. Et j'aime bien ce feuilletage qu'il y a. Et puis des langues, parce que il y a le vietnamien, il y a le français, le chinois, donc, l'anglais. Il y a eu une influence russe, il y a des Vietnamiens qui parlent allemand, à cause de l'influence des pays de l'Est à un moment. Vous avez étudié l'allemand Et j'ai étudié l'allemand à l'école aussi. Il y a beaucoup de Vietnamiens aussi aujourd'hui qui parlent japonais à cause de l'influence japonaise. Donc il y a vraiment une réceptivité énorme, un désir d'absorption de ces cultures, sans que jamais l'identité vietnamienne ne soit remise en cause. Je suis toujours très étonnée en France quand ça pose des problèmes. Je pense que ce passage, j'aurais eu du mal à l'écrire en vietnamien. La société vietnamienne très confucéenne, très basée sur une hiérarchie sociale, fait que je pense, dans la création des personnages aussi, je pense qu'il y a une difficulté pour moi, en tout cas. Pour moi, qui suis en révolte un peu contre cet état d'obéissance, comment dirais-je, de révolte déclarée, parce que finalement, les Vietnamiens et les femmes vietnamiennes, d'une certaine manière, arrivent à vivre de façon très libre, en contournant un peu les règles. Et alors, mon deuxième roman, le narrateur est un homme, et justement, lui, il obéit. Ah bon? Ben oui, parce que c'est un homme. Et donc, pour lui, c'est facile, quoi. Il n'a pas de raison de désobéir, puisqu'il est dans une situation très confortable, où sa mère arrange sa vie, ensuite sa femme est là pour le confort de sa vie, donc il n'a pas à se poser de questions, à désobéir à quoi, à rien, puisque tout va très très bien, jusqu'au moment où on s'aperçoit que non, tout ne va pas bien. Et je donne des tas d'éléments à la fois historiques et puis bon, sur les relations donc homme-femme, pour montrer que ben non, des fois ça ne va pas bien et cet homme va être obligé de résoudre ce problème d'une façon ou d'une autre. Par contre, je ne pensais pas au départ en faire quelqu'un qui est, bon, disons-le, un tout petit peu lâche. Je suis partie d'un personnage qui va distribuer du courrier dans les montagnes pendant la guerre, donc plutôt quelqu'un de courageux, je pensais au départ, capable d'abnégation, de faire ce genre de choses. Et puis, au fur et à mesure, on s'aperçoit qu'il est un peu lâche, en fait. Je vois. Mais ce n'est pas, comment dirais-je, je ne l'ai pas décidé à l'avance. Je pense que le tissage, et même le tissage du temps, est quelque chose dans notre œuvre qui est très riche. Et justement, le traitement du temps. Et on a l'impression en lisant que peut-être le rapport au temps au Vietnam est plus cyclique que linéaire pour certaines choses. Déjà, si vous voulez, quotidiennement, on utilise le calendrier solaire, mais aussi le calendrier lunaire. Et sur tous les calendriers, il y a en dessous d'une petite ligne rouge le calendrier lunaire avec les cycles de la Lune.
Et c'est quelque chose qui est très très présent dans la vie quotidienne. Et ce qui est très drôle, c'est qu'à l'approche du Tet, donc du Nouvel An vietnamien, hein, qui est le premier jour du premier mois de l'année lunaire, donc à l'approche de cette période, on ne parle plus qu'en jour lunaire. Ah oui. Donc quand on vous dit le troisième jour, on ne sait plus très bien de quelle date il s'agit. Et il y a un moment comme ça où on parle en calendrier lunaire Oui. jusqu'à, je sais pas, un mois après le Tet. Donc on parle toujours. Et puis de nouveau, on bascule sur le calendrier solaire. Mais la lune, si vous voulez, c'est important aussi parce que le 15e jour de la lunaison, donc quand la lune atteint la parfaite rondeur, c'est un jour où éventuellement on mange végétarien, on va à la pagode. Donc ce cycle est important et est toujours présent. Et ça l'est d'autant plus que je me suis aperçue, là, donc au troisième roman, que je tresse toujours les périodes dans mes romans. Peut-être un jour j'arriverai à faire un roman linéaire, hein, et il se passe tel truc, ça va se dérouler gentiment, mais pour l'instant non. Hein. Oui. Il y a toujours des croisements de périodes, et dans le troisième, je vais un peu à l'extrême de ça, en faisant des passages relativement courts où les choses se traversent comme ça, sans jamais préciser, sans vraiment donner de repères au lecteur pour savoir à quelle période on se situe, mais je pense qu'on s'y retrouve très bien, parce que le fil, pour moi, n'est pas dans le temps, quoi. Le fil est dans la tête des gens. Comment est-ce que l'expérience d'être mère influence dans votre écriture? Je suis impressionnée par le fait que vos fils viennent dans les textes, dans les nouvelles. Et est-ce que c'est quelque chose qui a eu une influence sur votre écriture? Est-ce que vous pensez? Je ne sais pas s'il y a une influence, mais je sais que c'est un rôle que j'ai eu qui était important. Et donc on me demande les différentes activités. J'estime que ça en fait partie, aussi bien que le travail de création littéraire ou vestimentaire. Et avec les garçons, par exemple, j'ai découvert quelque chose qui revient maintenant souvent dans mes livres, c'est la question du passage à l'âge adulte. Et je m'aperçois que tous mes livres, jusque-là en tout cas, traitent de cette question. Alors je ne sais pas si c'est à cause de mes enfants ou de ma propre expérience des passages de l'adolescence à l'âge adulte, mais c'est un âge que je trouve très important, très sensible. Et je suis très sensible à ce basculement qui est aussi une recherche d'identité. Hein. Donc aussi bien Riz Noir, c'est une jeune adolescente qui devient une femme dans les conditions d'incarcération, hein, ses règles en prison, etc. Dans le deuxième, c'est un homme un peu plus âgé, mais qui sans doute n'a pas fait sa crise d'adolescence, donc qui a toujours obéi. Et là, tout d'un coup, qui se révolte un peu tard, mais pour moi, c'est aussi une sorte de crise d'adolescence. Et les garçons, peut-être parce que j'ai eu des garçons et que je trouve que le rythme, justement, sont plus clairs hein, chez une femme, parce qu'il y a un moment où elle devient une femme, parce qu'elle a ses règles, elle est prête à enfanter, alors que l'homme ne connaît pas ce genre de marquage dans leur vie. J'ai voulu, dès le premier fils, à l'âge de 13 ans, marquer ce passage en emmenant donc mon aîné dans un monastère au Japon, en haut des montagnes, dans la solitude, pour parler et puis bon, pour lui donner un peu l'expérience de quelque chose d'autre que sa vie confortable de tous les jours. Le deuxième, je l'ai emmené dans le désert de Jordanie. On fait une balade dans le désert aussi, là où il n'y a pas d'électricité. Et le troisième, le désir d'aller dans l'Arctique. Donc on va essayer de faire un voyage dans l'Arctique.
Mais donc pour revenir à cette expérience de mère, l'expérience de mère en soi, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Mais le fait que j'ai commencé à écrire quand les garçons sont devenus des adolescents, peut-être il y avait une signification. Est-ce que la langue française pose des défis à des femmes qui écrivent? Il y en a qui disent que c'est une langue sexiste. Et est-ce que vous cultivez, est-ce que vous pensez que vous le faites consciemment ou pas, une sorte d'écriture féminine, si on veut employer cette phrase-là? Je n'ai pas éprouvé de difficultés particulières à l'utilisation du français en étant une femme écrivain. Par contre, c'est vrai que plusieurs personnes m'ont dit que j'avais une écriture féminine. Et je ne saurais pas l'analyser. Ce qui est certain, c'est que j'aime beaucoup lire les écrits des femmes. Et c'est vrai que c'est une autre sensibilité, c'est une autre façon de présenter les personnages. Il y a une manière elliptique souvent de parler des sentiments. Un homme va souvent vous expliquer. Voilà, il va se passer telle chose. Enfin, l'écriture masculine est volontiers démonstrative, je trouve. Et ce qui est marrant, c'est que pendant toute une période, j'ai été très fascinée par des écritures masculines, comme Hemingway, l'archétype, hein, oui. Jim Harrison, mais aussi Kawabata, dans l'autre extrême du monde, qui, bien que ce soit une écriture assez... c'est pas sur l'aventure, c'est pas comme Jim Harrison ou Hemingway, mais c'est une écriture masculine où d'abord les personnages sont des personnages masculins dominants. Ce sont toujours des hommes qui dominent dans ces récits-là. Et ce qui ne veut pas dire que tous les hommes écrivent comme ça. Et Camus, par exemple, je ne trouve pas que ce soit une écriture masculine dominante. Donc c'est très difficile de déterminer la féminité ou la masculinité parce qu'il y a parfois des choses qui se superposent. Mais donc comme je le disais tout à l'heure, il y a donc Harriet Doane qui a été pour moi un passage important. Une autre écrivaine qui m'a influencée, je pense, c'est Milena Jesenska, qui était en fait une journaliste qui avait été amoureuse de Franz Kafka à un moment pendant la guerre, et qui a fini dans un camp de concentration. J'aime beaucoup Sylvia Plath de Bell Jar, qui est aussi d'ailleurs un récit sur le passage de l'adolescence à l'âge adulte. Et puis Marguerite Duras, plus près de moi, c'est l'univers que je connais, mais là aussi c'est une histoire d'adolescente. Barrage contre le Pacifique, je veux dire. Et une écriture féminine, ça je pense que c'est effectivement une écriture féminine. Mais il y a aussi des femmes qui écrivent comme des hommes, qui sont démonstratives, donc on ne peut pas complètement résumer. À la FNAC, en tout cas, je suis dans le rayon Extrême-Orient, y compris les romans donc, qui sont dans la collection blanche et Gallimard. Et je pose la question dans mon article, Jean-Christophe Ruffin, par exemple, il écrit sur le Brésil, il est dans la littérature française. Bon. Et je me demande ce qui va se passer avec mon troisième roman, parce que bon, jusque-là tout va bien. J'écris sur le Vietnam, mais le troisième se passe en Normandie, France. Où est-ce qu'ils vont me mettre? Est-ce qu'ils vont être obligés de couper mon œuvre en deux alors que mon éditeur, donc Gallimard, ne s'est jamais posé la question. Ce n'est pas eux qui ont demandé ce classement, bien au contraire, parce que quand j'ai envoyé mon manuscrit, donc il voulait le publier et je les ai rencontrés. Et il se trouve que j'avais plusieurs éditeurs qui étaient intéressés, donc
je suis arrivée un peu décontractée comme ça. Oui. Et en disant, bon, d'accord, chez Gallimard, mais dans quelle collection avez-vous l'intention de m'inclure? L'éditeur m'a regardé, m'a dit, mais madame, en littérature française, nous n'avons qu'une collection, la blanche. Et je pense qu'en grande partie, j'ai signé avec Gallimard à cause de cette parole. Et aux États-Unis, on parle beaucoup du postcolonialisme. Et bon, s'il y a une terre qui est peut-être postcoloniale, ça pourrait être le Vietnam, mais est-ce que vous vous considériez comme écrivain postcolonial? Est-ce que cette étiquette-là vous semble pertinente? Je pense que les gens pourraient être tentés par cette étiquette parce que je suis vietnamienne. Mais une Canadienne qui écrit en français, ça viendrait à l'idée de personne, je pense, de lui coller cette étiquette. Donc je pense que le fait d'une langue ne m'assigne pas à cette place en particulier. J'ai toujours pensé que le langage, les mots, c'est une matière. Il se trouve que je suis à l'aise dans cette matière qui est le français, mais je suis à l'aise aussi en anglais. Et il n'est pas dit d'ailleurs qu'un jour je n'écrirai pas en anglais. Et donc la matière, elle est cette langue-là, mais après l'expression, je ne fais pas du Vietnam mon fonds de commerce, entre guillemets. J'écris parce que j'écris pas... Bon, jusque-là, j'ai écrit sur le Vietnam, enfin des histoires qui se passent au Vietnam, mais encore une fois, ce n'est pas le Vietnam en tant que soi qui m'intéresse, mais plus encore une fois, ce rite de passage. Voilà. Et donc, ça peut très bien se passer ailleurs. D'ailleurs, dans le troisième roman, ça se passe ailleurs. Et pour revenir à la matière de la langue, ça m'est arrivé de faire le parallèle avec la peinture. Et on pourrait faire le même parallèle avec la musique aussi d'ailleurs, mais au Vietnam, les peintres vietnamiens ont appris à peindre avec les techniques occidentales, avec l'école des beaux-arts, donc, qui a été créée en 1925 par les colons français. Avant cela, les peintres vietnamiens peignaient à l'encre, sur de la soie, mais ne peignaient pas à l'huile, sur des toiles, selon les techniques occidentales. Et ce sont les Français qui ont apporté cette technique. Aujourd'hui, quand un peintre vietnamien vend dans le monde, personne ne dit qu'il fait de la peinture post-coloniale.